Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le savez, chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, notre consultant, ma complice, Stéphanie P. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Je pourrais rajouter même expert sur BFM Business. Exactement, depuis peu, et grâce à vous, grâce à Classe Affaires et à Télé Grenoble, voilà. Il y a de la promo dans l'air. Bon, plus sérieusement, je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ce mois-ci, dans votre chronique, on parle des ICO. Une nouvelle façon de lever des fonds. Exactement. Très intéressant, vous verrez. Il faut aller revoir l'émission sur la blockchain pour bien comprendre l'émission sur les ICO. Bon, et là encore, on est au tout début des ICO, donc c'est dans Classe Affaires. Il y aura aussi la question de l'internaute. Oui, Olivier nous demande ce qu'est l'instant payment. Donc on essaiera de lui répondre. On essaiera, on va y arriver même, j'en suis sûr. InnoSport se tient traditionnellement à Voiron à la début juin. C'est la 9e édition de ce grand forum consacré à l'innovation dans les secteurs des sports et des loisirs. Cette année, dans la vitrine technologique, on trouve notamment un dispositif de rééducation tactile et aussi une plateforme qui permet de transformer vos séances en salle de sport en véritable jeu, découverte dans un instant. Et puis notre focus nous conduira dans les champs à Saint-Quentin-sur-Isère sur une exploitation de 22 hectares. Jérôme Boudiou produit chaque année près de 400 tonnes de légumes. Ses arguments, du goût pour des produits de saison, un positionnement assumé qui a déterminé la gamme de produits et les coûts de revient. Il nous expliquera son business model. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Classe Affaires. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage dans le club de l'économie en Isère. Initial Coin Offering, ce sont les ICO créés à partir de la blockchain dont on a déjà parlé ici effectivement. Ils sont en fait une nouvelle façon de lever des fonds. Alors ils ne cessent de prendre de l'ampleur et ils pourraient bien s'imposer comme une alternative au financement classique pour des projets d'entreprise. Alors il faut reconnaître que c'est un concept parfois un peu ésotérique, mais Stéphanie P. va nous expliquer. Alors, pour que vous compreniez bien l'ICO, Christophe, il faut repartir de ce que sont les IPO, Initial Public Offering, qui sont en fait les émissions en bourse, augmentation de capital par introduction en bourse. L'ICO, donc c'est Initial Coin Offering, vous l'avez dit, voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça des ICO en référence aux IPO. Et pourtant, ça n'a strictement rien à voir. Ça tombe bien. En fait, une ICO consiste pour une entreprise, généralement une start-up plutôt technologique, à émettre non pas des actions, mais à émettre des actifs numériques qu'on appelle des tokens, c'est des jetons, qui vont s'échanger contre des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum, dont on a déjà parlé lors de la blockchain. Jusqu'à présent, on va dire, mais c'est à peu près, voilà, je fais une émission. Oui, sauf que dans le cas de l'IPO, donc l'introduction en bourse classique, en fait, je mets sur le marché une part du capital. Donc, je vais avoir, en contrepartie de l'argent que j'investis, je vais avoir des actions qui vont me donner droit à des dividendes. Alors que là, en fait, j'ai aucun droit sur le capital. En fait, je vais récupérer un droit d'usage, d'une certaine façon. C'est une forme de préfinancement d'un service ou d'un produit qui va être délivré par l'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'IPO de la blockchain ? Eh bien parce qu'en fait, les tokens qui sont donc les jetons qui sont créés par la start-up sont émis et échangés grâce à la technologie de la blockchain. On rappelle ce que c'est, c'est de la transmission d'informations ou de la validation de contrats par un processus décentralisé, horodaté, non répudiable, je veux dire certain, et qui s'échange par bloc, d'où blockchain. Et quel est le principal avantage de ce mode de financement pour les startups notamment ? Rapidité et efficacité, parce que ça peut se faire vraiment de manière extrêmement rapide. Enfin, voilà, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans l'émission de ces tokens et de ces ICO. Et donc, je veux dire, on s'inscrit quasiment instantané.
Il y a beaucoup moins de paperasse quand vous faites une augmentation, enfin une introduction en bourse, une augmentation de capital par des moyens classiques. Vous avez énormément de formalités à respecter, vous avez énormément, j'allais dire, de papiers, de formalités à faire, oui. Et puis il faut des vérifications comptables, etc. Là, on vous demande simplement de faire ce qu'on appelle un white paper, c'est-à-dire un livre blanc dans lequel vous décrivez quand même un petit peu ce que vous faites et à quoi va servir l'utilisation des fonds qui seront levés. Mais c'est à peu près tout. Et puis, le gros avantage, c'est que comme vous êtes un investisseur utilisateur et non plus un investisseur actionnaire, vous avez tout intérêt à ce que ça marche. Parce que ça va vous acquérez des droits d'usage, donc vous allez vous utiliser. Donc il y a un phénomène finalement auto-entretenu de développement. Et voilà. On devient même ambassadeur. Exactement, on devient ambassadeur de la start-up en question. Alors, ça ne convient quand même pas à tous les usages. Non, parce que le token, c'est-à-dire l'usage que vous allez récupérer, il faut qu'il ait une utilité intrinsèque. Il faut qu'il serve à quelque chose. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 exemples. Alors, les sujets sont toujours, alors pour le coup, assez ésotériques là, parce qu'on est vraiment sur des startups très techno. Je vais prendre l'exemple de Filecoin. Filecoin, c'est une startup qui détient le record de l'ICO la plus importante, puisqu'elle a levé plus de 200 millions de dollars. C'est en fait une espèce de Dropbox décentralisée. Donc, quand vous avez quand vous avez investi dans Filecoin, vous avez récupéré des Filecoins, puisque c'est aussi le nom de ce token dans ce cas d'espèce. Et donc, vous avez récupéré du droit d'usage de ces Dropbox. On a un autre record qui est plus proche de nous, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes. Une start-up clermontoise qui s'appelle Domrider, qui a réussi à lever 35 millions d'euros. Là, c'est différent. C'est une entreprise qui organise des enchères. Un peu comme sur eBay, hein, c'est un peu la même chose. Donc là aussi, vous récupérez des jetons qui vous permettent de participer à ces enchères. Et puis, on a une start-up lyonnaise qui a levé plus de 12 millions de dollars, qui s'appelle iExec. Et là, c'est de l'infrastructure de cloud décentralisée. Donc on voit qu'il y a quand même quelques entreprises de la région qui sont arrivées. Mais ça reste quand même relativement rare. Oui, tout à fait. Mais on voit en revanche que les montants levés sont assez impressionnants. Quelle est l'ampleur du phénomène à l'échelle mondiale ? On considère qu'en 2017, on a levé à peu près 4 milliards, l'équivalent de 4 milliards de dollars. Alors, il faut faire attention aussi, parce que comme les investissements se font en monnaie, en crypto-monnaie, le cours de la crypto-monnaie est très variable. Donc là, quand vous avez la contre-valeur en dollars, ça dépend à quel moment la conversion a été faite. Mais effectivement, on est à plus de 200 ICO qui ont été faites en 2017, qui est à la fois l'année d'explosion des ICO, et on le verra tout à l'heure, qui est aussi, il y a des choses qui se sont passées qui sont peut-être un peu moins favorables à ces phénomènes. Bon, essentiellement aux États-Unis et en Asie, c'est ça ? Exactement, c'est là où il y en a le plus. Oui. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a le sentiment que ces ICO sont un peu controversés. Elles le sont d'ailleurs de plus en plus, parce qu'on a vu tous les atouts, la rapidité, la simplicité, mais le marché des ICO est régulièrement pointé du doigt pour ces tendances spéculatives. Il y a, je le disais à l'instant, le problème de la volatilité du cours des crypto-monnaies. Il y a des risques de piratage de ces tokens, c'est-à-dire que ces tokens, c'est des outils informatiques, donc ils peuvent être piratés. Et puis surtout, parce que c'est probablement le plus important, on l'a vu, les ICO ne sont pas réglementés, et donc voilà, je veux dire, n'importe qui, entre guillemets, peut émettre une ICO du fond de son salon, ce qui ne donne pas vraiment de garantie à l'investisseur. Ça veut dire qu'on a déjà vu apparaître des arnaques ? Bien sûr, il y a déjà eu des escroqueries diverses et variées. On a d'ailleurs 2 pays, la Chine et la Corée du Sud, qui ont interdit des ICO sur leur territoire. Un truc plus amusant encore, c'est la SEC, qui est le gendarme boursier américain, qui a lancé une fausse ICO, mais c'est à des fins éducatives. C'est assez marrant. Vous allez sur le site... Exactement. Vous allez sur le site Awaycoin, et là, au lieu de tomber sur un site qui va vous dire combien voulez-vous investir dans mon truc, vous arrivez directement sur le site de la SEC et qui vous dit attention, si vous participez à une ICO, vous devez faire attention à ça, à ça, à ça. La conséquence de tout ça, de ces interrogations qu'on peut avoir autour de la sécurité des ICO, c'est que en juin 2017, vous aviez 93% des ICO qui parvenaient à être bouclés. 4 mois plus tard, on n'est plus qu'à 34%. Ah oui. Donc il
il y a eu un petit phénomène de mode. Est-ce que ces ICO seront durables? C'est à voir. Et puis il y a une régulation, des régulateurs qui se mettent en place. Bien sûr. Alors en France, on a le cas de l'AMF, qui est le gendarme de la bourse français, qui a fait quelque chose que je trouve très intelligent. Ils ont lancé une consultation publique. Ils sont en train d'essayer de co-construire une régulation avec j'allais dire, les parties qui sont intéressées, et notamment pour arriver à résoudre un énorme problème qui est comment on fait pour lutter contre le blanchiment d'argent à travers ces ICO. C'est-à-dire que, en gros, vous avez des plateformes qui sont ouvertes, beaucoup de gens qui peuvent souscrire, mais en fait, vous ne savez pas qui souscrit et vous ne connaissez surtout pas, ce qui est toujours le problème du blanchiment, l'origine des fonds. Or, comme on est en train de parler de crypto-monnaies et que les crypto-monnaies sont quand même des monnaies qui sont un peu sulfureuses pour certaines d'entre elles, notamment qui sont utilisées pour des trafics en tout genre sur le dark web, bon voilà, il y a vraiment un énorme enjeu autour de la sécurité et de la lutte anti-blanchiment dans le cadre des ICO. En tout cas, c'est une technique relativement révolutionnaire, c'est quelque chose qui est intéressant. Reste à savoir ce que ça va donner et ce que ça va devenir. Merci Stéphanie, merci pour ces ICO directement liés donc à cette fameuse blockchain. Une nouvelle manière de lever des fonds, on en est au tout début, on a bien compris, on va donc en entendre reparler. Les robots sont destinés à assister les hommes, non à les remplacer. Exemple très concret à l'hôpital où les systèmes de comanipulation sont devenus incontournables. Au CHU de Grenoble, Mako, le petit robot, est aujourd'hui un précieux soutien aux chirurgiens pour implanter des prothèses de genoux. Une révolution en orthopédie. Attention aux images qui vont suivre dans le reportage de Charlotte Faulkner. Une précision au degré et au millimètre près, le tout en 3D, voilà les performances du robot Mako, prêté par la société Stryker dans le cadre d'une étude internationale. Le robot permet d'ajuster la prothèse du genou dans la meilleure position. Après avoir ouvert le genou, le chirurgien prend des repères qui servent d'indication pour le robot, qui vient ensuite scier dans l'os pour placer la prothèse. Le robot, c'est un robot qui n'est pas comme les robots qu'on peut avoir à connaître, tel le Da Vinci. C'est pas un robot qui est téléopéré, mais là, c'est un robot qui va agir avec le chirurgien. Donc, on a un retour de force. Le robot va venir nous bloquer si on veut aller trop loin. Il va nous orienter dans les 3 plans de l'espace, ce qui fait qu'on a un mouvement qui est contraint dans un seul plan et on ne peut pas faire d'erreur ou de mauvaises manœuvres. Hormis la fiabilité de Mako, la pose de prothèse avec robot comporte plusieurs avantages pour le patient. Si on a un geste qui est plus sûr, où on tire moins sur les muscles, eh bien, il va avoir un confort chirurgical plus grand après l'intervention. Et puis surtout, il va avoir une prothèse qui va lui permettre d'avoir la meilleure durée de vie possible. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire de ne pas avoir à changer trop tôt cette prothèse et qu'elle ne s'use pas trop vite. Si elle est mal positionnée, c'est le risque. Le CHU Grenoble-Alpes est le premier centre en France à utiliser ce robot. Et si la société Stryker l'a choisi pour cette étude internationale, c'est que le CHU a une compétence importante dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur, et ce depuis de nombreuses années. On a été les premiers à mettre en place une prothèse de genou assistée par ordinateur le 21 janvier 1997, donc ça fait 21 ans. Donc on a développé un système de guidage du chirurgien opératoire comme un GPS. Et puis l'évolution maintenant a tendance à se faire vers le robot, tel que le Mako que vous avez vu, combine à la fois la navigation, donc un système qui était passif à l'époque, avec un système actif qui est le robot qui va faire les coupes pendant l'intervention chirurgicale pour pouvoir mettre en place la prothèse. L'étude devrait durer 1 an à 1 an et demi. Une 60aine d'interventions sont prévues avec le robot Moka avant la fin de l'année. À terme, si le CHU voulait conserver le robot, le budget serait conséquent puisqu'il coûte 1 500 000 €. Voilà pour Mako, ce petit robot, véritable modèle de précision, trésor de technologie, mêlant, vous l'avez vu, les sciences du logiciel, de l'optique, de la modélisation et évidemment des systèmes de navigation. Les sports, les loisirs, le bien-être, un secteur d'activité considérable, source d'innombrables innovations. Certaines pratiques émergentes deviennent des marchés porteurs. De nouvelles technologies font naître des attentes jusque-là inimaginées. La 9e édition d'Innosport à Voiron a mis en lumière une trentaine d'innovations. Nous en avons sélectionné 2, le projet WENS avec Lucie Gervaux et le projet MoveLab avec Olivier Thomas. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va présenter vos innovations dans ce secteur santé, bien-être. Vous avez imaginé, alors pour vous Lucie, une solution, vous allez m'expliquer, qui permet d'améliorer sa sensibilité tactile de la main.
Tout à fait. C'est une solution qui vient en fait restimuler tous les récepteurs du tact présents dans notre main et donc venir réentraîner le cerveau lorsqu'on va faire les mouvements avec ce gant. Alors voilà, c'est un gant pour le grand public, mais c'est un gant évidemment très high-tech. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un brevet qui a été déposé sur la base de ce gant et on a plein de petits picots qui viennent, lorsque le patient fait les mouvements dans l'eau, stimuler donc ces récepteurs et réentraîner le cerveau. Parce qu'évidemment, on met sa main dans ce gant et on doit C'est être ça. impérativement sous l'eau pour que les mécanorécepteurs de la main puissent être stimulés par les picots du gant, c'est ça? C'est ça, en fait, l'effet de l'eau vient apporter le dynamisme de la stimulation, en fait, pour pas que la stimulation reste statique pour la récupération. Alors évidemment, on voit bien les effets positifs que ça peut avoir, par exemple en matière de rééducation après une opération. C'est ça, c'est à destination des personnes qui ont un trouble de la sensibilité tactile dû à une pathologie ou un accident de la main, mais aussi à vocation des sportifs de haut niveau ou des musiciens, là dans le cadre d'une amélioration de l'acuité tactile dans certains sports comme le biathlon, l'escalade, les sports de tir où vraiment la précision tactile est importante. Alors, on va d'abord s'intéresser aux applications dans la santé. Le marché est considérable. Le nombre de personnes qui se font opérer de la main, c'est un nombre impressionnant. Il faut savoir que chaque année, il y a un accident de la main toutes les 20 secondes, ce qui correspond à peu près à 1,4 million d'accidents de la main. Et dans ces accidents, tous ne vont pas engendrer des pertes de sensibilité, mais il faut savoir qu'il y a environ 160 000 patients qui présentent des douleurs chroniques ou des hypoesthésies. Et alors, donc, deuxième application pour les sportifs de haut niveau, pour les musiciens, vous le disiez, ça permet d'aguerrir, d'améliorer sa sensibilité? C'est ça, plus on va entraîner les mécanorécepteurs, plus le cerveau va être performant à discriminer deux points très proches et donc on va avoir une acuité tactile plus performante et donc un meilleur ressenti et des performances plus élevées. Alors, moi, je comprends bien l'innovation, mais quand on a des inventeurs comme vous, on se dit, mais d'où vient l'idée? Alors l'idée vient de par mon passé en réadaptation par le sport et par un cursus universitaire d'ingénierie de produits. Et donc c'est là que j'ai développé la solution en ayant trouvé un besoin chez les professionnels et les patients. Alors, l'innovation, elle a vu le jour dans un incubateur, à Savoie Technolac, en Savoie. C'est ça. L'incubateur Savoie Technolac, puis l'ASATT Linxium de Grenoble qui nous a incubés. Alors au départ, le projet, c'était SensiBoost. Le projet était SensiBoost et ça a rapidement évolué pour un projet plus sûr et plus ancré dans la continuité. Alors, on évoquait Savoie Technolac. Vous avez bénéficié, ça nous permet d'ailleurs de parler de ce statut, vous avez bénéficié du statut d'étudiant entrepreneur. Tout à fait. C'est un statut national qui a été mis en place assez récemment et qui nous permet vraiment un accompagnement et un soutien de par les structures. L'incubateur Savoie Technolac, par exemple, est rattaché au Pépite-Osée de Grenoble et donc on a vraiment ce soutien pour la création d'entreprises. Voilà pour cette innovation. Olivier Thomas, vous êtes un expert en conception de circuits intégrés numériques. OCE à Leti, vous êtes aussi un sportif de haut niveau. Ceci explique cela parce que vous avez à Innosport présenté une plateforme d'entraînement qui permet en fait de rendre ludique les séances de sport parfois un peu longues. Exactement, vous avez bien résumé. Le problème qui est constaté par tous les opérateurs de fitness, c'est la pratique du fitness aujourd'hui, on pratique. Par contre, on joue au foot, on joue au tennis, on joue au golf. Et là, avec la solution qu'on est en train de développer, l'idée, c'est de faire jouer les gens au fitness. On peut jouer au fitness et le but de les faire jouer, en fait, c'est de maintenir leur niveau de motivation et qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Bon, c'est la grande vague de la gamification des jeux vidéo. Alors, on utilise les outils du jeu, qu'on retrouve un peu partout, pour amener du sens et des objectifs à atteindre pour les gens. C'est-à-dire que la pratique devient concrète. Voilà, ça veut dire que en salle de fitness, j'ai un coach virtuel. Voilà, on voit quelques images et je m'amuse. Expliquez-moi comment ça marche. Alors ça fonctionne sur une plateforme numérique qui est à la fois matériel et logiciel. Ça commence par des capteurs, ici j'en ai un,
qui a la capacité en fait de mesurer les paramètres sportifs tels que la vitesse, l'accélération, l'amplitude des mouvements, aussi de mesurer les paramètres physiologiques comme le rythme cardiaque, mais surtout, ça c'est notre gros différenciateur, on a de la reconnaissance de mouvement. C'est une technologie qui est issue du CA, il y a 15 ans de R&D derrière, et on est capable donc de différencier les différents mouvements qui sont par exemple présentés là en arrière-plan sur la vidéo. Ça peut être des développés couchés, ça peut être du vélo. Si je fais de la boxe, je sais faire la différence entre un direct, un crochet, un uppercut. Et à partir de toutes ces données qui sont remontées en temps réel, je peux voir si je fais correctement mes mouvements, si je suis correctement l'entraînement et si j'atteins mon objectif jeu. Donc là, il y a les deux capteurs. On a vu effectivement les capteurs qui sont au poignet. C'est le capteur que vous avez devant vous. On a vu également sur les images des dalles au sol qui ont un rôle bien précis. Exactement. Ça nous permet en fait d'avoir une reconstitution 3D de la pratique. C'est-à-dire que les capteurs permettent de monitorer l'activité des membres supérieurs et les dalles qui sont au sol permettent de tracer les déplacements, la pression qui est appliquée et ce qui permet d'avoir une étude complète de la pratique de la personne dans son activité sportive. Donc là, on a toute une série de capteurs de mouvement, on a toute une série de récepteurs. C'est basé là-dessus essentiellement, l'innovation. Exactement, oui. Ce sont des capteurs. Alors, il y a différentes technologies qui sont utilisées, qui sont complètement différentes entre le capteur que la personne porte et ce qu'on a au sol. Mais après, ce qui est important, c'est que toutes les données sont remontées en temps réel vers un hub, le hub de la salle, qui fait le lien en fait entre l'utilisateur et le circuit training qu'il est en train de suivre. On peut dire d'ailleurs que ça permet de s'entraîner de façon ludique, seul ou en groupe. Exactement. On a une approche qui se veut collectif et collaboratif. Donc déjà, les gens peuvent s'entraîner seuls, puisque quand on va en salle, en général, on y va seul. Mais s'ils souhaitent s'entraîner à plusieurs, il y a la possibilité de le faire. En général, ça donne plus d'émulation et les gens s'entraînent mieux. Bon, ça semble évidemment très simple. Vous le disiez, combien 15 ans de R&D, c'est ça 10 brevets pour protéger l'innovation. Le marché est considérable, là aussi. Le nombre de pratiquants en salle de fitness est important. En France, déjà, on a entre 4000 et 4500 salles. En Europe, c'est 50 000 salles. Si on regarde les États-Unis et la France, on est à plus de 90 000 salles. C'est 110 millions de pratiquants. Et ça ne fait que croître. Des innovations à découvrir à Innosport. Où en sont vos projets Dites-moi, Lucie, vous êtes-vous en phase de création de société ? Voilà, c'est ça. La création de société va être amorcée d'ici quelques semaines. Et donc, c'est vraiment une phase d'amorçage pour le projet. Phase de production, du coup, d'ici un an, on peut espérer un peu moins d'un an, avec une mise sur le marché début 2019. Olivier, vous, on est, ça y est, en phase de préindustrialisation là ? On est en phase de préindustrialisation, de déploiement aussi. On a des partenaires et des salles pilotes avec qui on travaille. Et l'objectif, c'est d'installer les premières grosses salles d'ici la fin de l'année. Donc, levée de fonds pour trouver de l'argent, pour financer cette phase importante de développement. Exactement, qui est cruciale. Ça va permettre de transformer l'essai, de tout le travail qui a été fait depuis 2 ans sur cette technologie et sur ces nouveaux usages pour les salles. Donc aujourd'hui, on est en levée de fonds. Une levée de fonds qui est faite avec les Business Angels de Grenoble, un objectif de 400 000 € et qui s'ouvre aujourd'hui. L'objectif, c'est de terminer la levée de fonds pour septembre. Évidemment, vos innovations ont été testées in situ, vous dans les salles de sport. Oui, on a un partenariat avec Keep Cool. Il y a une salle qui tourne à Aix-en-Provence depuis janvier et ça marche très fort. Et vous, Lucie, auprès des professionnels de santé Auprès des professionnels et en laboratoire, puisque la solution a été finie de tester en mars avec le laboratoire interuniversitaire de la biologie de la motricité du Bourget-du-Lac, sur la population plutôt saine, donc sur l'amélioration, et des kinés professionnels de rééducation, spécialistes de la main, que ce soit entre Biarritz, Lyon, Grenoble. Voilà. Des belles innovations, le projet WENS et MoveLab. Stéphanie, on voit les sports et loisirs, le bien-être, c'est évidemment un secteur considérable. Oui, puis on voit bien que l'innovation n'a pas de frontières en termes de secteur d'activité ou en termes d'usage. Enfin, c'est sans fin, il n'y a que le cerveau humain qui pourra y mettre un terme, donc c'est pas fini. On a encore de beaux jours devant nous. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous deux et bon vent à vos innovations. Dans un instant, une activité plus traditionnelle, une belle réussite économique, découverte d'une entreprise agricole, plus précisément maraîchère à Saint-Quentin-sur-Isère. Jérôme Bouilloux a choisi le créneau des légumes frais et de saison, vendus sans intermédiaire. C'est un vrai business model à découvrir dans un instant. À tout de suite.
Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Stéphanie Pay, notre consultant. Dans un instant, l'art de vivre au rythme des saisons. Nous découvrirons le business model d'un maraîcher au jardin de Saint-Quentin. On a choisi de faire de l'agriculture raisonnée pour privilégier le goût. La gamme des produits et les méthodes culturales définissent les coûts de revient et donc le positionnement marketing à découvrir donc dans un instant. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Dans Classe Affaires, vous pouvez interroger Stéphanie Pay. Stéphanie, cette semaine, une question d'Olivier qui veut savoir ce qu'est l'instant payment. Alors, l'instant payment, ça veut dire paiement instantané en français, est un nouveau moyen de paiement européen qui est assez révolutionnaire parce qu'en fait, ça va permettre de réaliser des virements, alors soit entre particuliers, soit d'entreprise à particulier, instantanément. Et quand je dis instantanément, ça veut dire 10 secondes. C'est-à-dire que vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous envoie un virement en fait par téléphone ou quasiment. Donc c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Aujourd'hui, pour faire un virement, voilà, ça prend 24-48 heures selon la banque. Ça peut ainsi remplacer le chèque de banque. Puisque voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, alors c'est un mécanisme européen, hein, bien évidemment, et donc c'est la grande nouveauté. Ça sera disponible en France à l'été ou à la rentrée, et donc voilà, c'est une belle nouveauté ça. L'instant payment, très bonne question d'Olivier. Merci Stéphanie. Si comme Olivier, vous voulez interroger Stéphanie sur une notion économique, sur un mécanisme financier, n'hésitez pas. classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse. Guidé par le respect des saisons et la défense du goût des produits, Jérôme Bouilloux a positionné son activité maraîchère sur le haut de gamme. Les légumes proposés, l'organisation de son exploitation et ses canaux de distribution en ont naturellement découlé. Un business model simple mais efficace qui assume de vouloir donner un prix à la qualité. Émission donc de saison. Nous visitons les jardins de Saint-Quentin avec Jérôme Bouilloux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous travaillez sur votre exploitation avec votre épouse, Caroline, qu'on salue, en GAEC. C'est une association, c'est ça ? Non, c'est l'équivalent de la SARL pour l'entreprise. Le GAEC, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. Alors, quand vous avez repris l'exploitation de vos parents, elle faisait 2 hectares, c'était à Sassenage. Et avec le déménagement et au fur et à mesure du temps qui passe, elle fait aujourd'hui 22 hectares. C'est ça, oui. En fait, j'ai commencé à travailler sur l'exploitation de mes parents, donc on était 3. Puis par la force des choses, on a dû déménager l'exploitation sur Saint-Quentin-sur-Isère, époque à laquelle j'ai rencontré ma femme. Et puis les clients nous ont toujours suivis. On a manqué de plus en plus tôt sur le créneau horaire au marché. Au début, à midi, on n'avait plus rien, puis à 11h30, puis à 11h. Donc, on a produit toujours de plus en plus pour satisfaire la demande. C'est les clients qui nous ont fait grandir à la taille actuelle. Oui, vous dites on n'a pas eu le choix, on n'arrivait plus à satisfaire, donc il a fallu grandir naturellement. Voilà, c'est ça. Alors, vous aviez une vingtaine d'années quand vous avez repris l'entreprise de vos parents. Dès le départ, vous avez choisi de vous positionner sur ce que j'appelle le haut de gamme, en tout cas sur le goût, sur la saveur des produits. Oui, dès le début. Et puis au début, comme on avait une petite surface, c'était aussi un peu une obligation parce qu'on ne pouvait pas sortir de volume. Donc on a toujours fait de la qualité pour pouvoir vivre comme il faut aussi. Et puis ensuite, on a gardé ce modèle économique. Oui, parce que sortir de la qualité, d'abord, c'est un engagement personnel pour la valeur gustative, la valeur nutritionnelle des produits. Et puis, ça permet de faire des marges plus importantes. C'est ça aussi qui est important quand on a une petite structure. Oui, des marges plus importantes, oui et non, parce qu'on vend à un prix plus élevé, mais on a des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés. Alors aujourd'hui, l'entreprise est importante. Vous avez une quinzaine de salariés, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. On est 2 associés, donc moi et ma femme. Mes parents ont pris leur retraite il y a une dizaine d'années. Et on a 13-14 salariés à temps plein, plus 6 temps partiels pour vendre sur les marchés. Ouais. Plus évidemment les saisonniers. Il faut dire que l'entreprise fait donc 22 hectares, que vous produisez près de 400 tonnes de légumes chaque année. Alors votre exploitation, on la voit au bord de la route de Grenoble à Saint-Quentin-sur-Isère. Vous y cultivez des dizaines de variétés différentes. On va en reparler. En tout cas, ce sont autant d'idées de recettes pour les gourmets, parmi lesquelles Olivier Escalon. Tomates, carottes, salades ou pommes de terre, bienvenue dans l'un des greniers de l'agglomération grenobloise.
Les Jardins de Saint-Quentin, c'est une exploitation de 22 hectares située à 20 minutes de Grenoble. Créée en 2002 par Caroline et Jérôme Bouilloux à Saint-Quentin-sur-Isère, l'exploitation maraîchère produit 400 tonnes de légumes par an, distribuées des terres froides à la Savoie. Dans les Jardins de Saint-Quentin, nous produisons quasiment tous les légumes, plein de variétés de tomates, des variétés récentes, des vieilles variétés, des concombres, des courgettes. On produit aussi des endives et puis des légumes un peu plus rares ou qui se produisent un peu plus loin d'ici, comme de la patate douce, des radis asiatiques, des panais, des choses qui sont un peu moins connues mais qui plaisent à une clientèle qui est sur les marchés et qui cherche la diversité tout au long de l'année. De 4 personnes à ses débuts, l'entreprise prend rapidement son essor pour atteindre une vingtaine d'équivalents temps plein aujourd'hui. Une réussite rare dans le monde agricole et qui s'explique par un choix judicieux lors de l'installation. Au début, on a fait un choix stratégique de produire en détail, sur les marchés de détail, un peu par la force des choses, parce qu'on avait très peu de surface. Donc de toute façon, on n'avait pas le choix. Si on voulait produire des légumes, on n'avait pas la capacité d'en produire une grande quantité. Et en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus rentable de vendre au marché de détail que sur les marchés de gros. Fort de ce constat, les Jardins de Saint-Quentin sont présents du mercredi au dimanche au marché de l'Estacade et le samedi à Auch, où ils servent environ 1 millier de clients par semaine. L'entreprise développe également d'autres canaux de distribution. Nos principaux canaux de distribution sont les magasins de producteurs qui sont situés autour de notre exploitation, notamment la ferme des Saveurs ici, à Vorep, à Pontcharrat, ça s'appelle à la ferme, et la gamme paysanne à la Frette. Une production au détail réalisée en local et vendue en direct, les Jardins de Saint-Quentin développent un modèle économique dans l'air du temps et qui fonctionne. La société réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 million d'euros. Alors Jérôme, on a bien compris le positionnement marketing de l'entreprise. De ce positionnement a découlé toute l'organisation de l'entreprise, à commencer par la gamme. Vous vous adressez au grand public sur du marché de détail. Il a fallu adapter les produits proposés. Oui, on a fait le choix d'avoir une large gamme, moyen de fidéliser la clientèle. Les gens chez nous trouvent quasiment toute l'année les produits de saison, donc on ne peut pas proposer d'autre chose que ce que produisent nos saisons. Mais par contre, en faisant des investissements, notamment les serres, on peut avancer les légumes d'été et les retarder un peu. Et avec les frigos, on peut conserver plus longtemps pendant l'hiver tout ce qui est légumes racines. Dans le choix des produits que vous cultivez, il y a aussi évidemment l'importance de choisir certaines variétés précoces, d'autres plus tardives. Tout ça, ça permet d'allonger naturellement la saison. Voilà, tout à fait, en faisant le choix des variétés. Après, le choix primordial, nous, pour les variétés, c'est le choix de la qualité, le choix du goût. Comme on est en circuit très court, on n'a pas besoin de choisir des variétés de tomates qui soient résistants au transport ou autre. Nous, c'est nous qui maîtrisons tout, donc on récolte, on peut récolter à maturité, on récolte à maturité, c'est vendu le lendemain sur les marchés. Notre point fort, c'est qu'on vend tous les jours, nos magasins ils sont ouverts quasiment tous les jours, on fait les marchés tous les jours, donc on travaille à flux tendu, notamment l'été, où on vend toujours les produits qui sont ramassés la veille. Donc une fraîcheur exceptionnelle. Vous parlez des tomates, une anecdote, il y a quoi? Il y a 6000 pieds de tomates sur votre exploitation, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on fait, à peu près 6000 pieds de tomates par an, oui. Quelle variété? Des variétés normales comme les tomates rondes, mais après des variétés plus anciennes qui sont revenues un peu au goût du jour, de la véritable cœur de bœuf, des andines cornues, de la tomate longue. On fait plusieurs variétés aussi de tomates cerises, de la jaune, de la rouge, des cœurs de pigeon. Ça, c'est assez nouveau. Le public est en demande de ces légumes qui sortent un peu de l'ordinaire. Oui, et puis cuisiner revient aussi au goût du jour. Et donc, on cherche des originalités et des produits qui ont du goût. Il y a des variétés anciennes que vous avez réintroduites. Enfin, voilà, la gamme doit être riche parce que sur un marché, on veut des étals évidemment particulièrement fournis. Et d'ailleurs, ce business model, il découle aussi beaucoup des canaux de distribution que vous avez exploités dès le départ, c'est-à-dire les canaux qui valorisent au mieux le savoir-faire, oui. La vente directe. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est ce qui nous permet de vendre nos produits au juste prix. Parce qu'on a des coûts de production qui sont élevés, comme on utilise des engrais organiques, on n'utilise pas d'engrais chimiques, ou vraiment très très peu pour combler des carences. Mais 99% des engrais sont organiques, donc c'est des engrais qui coûtent cher. Et on utilise aussi beaucoup d'insectes pour limiter l'emploi d'insecticides. C'est ce qui fait
un prix de revient élevé. Et donc, en vendant au détail, ça nous permet de vendre un légume au juste prix. Voilà, vous évoquez ici les méthodes culturales, évidemment, qui dépendent aussi du business model qu'on s'est fixé, hein, avec des petites séries produites, mais une gamme très, très variée. Vous le disiez, un besoin de main-d'œuvre peut-être un peu plus important que si on produisait des très, très grandes quantités. Olivier Escalon revient sur ce business model. Manger local, manger bon, manger sain. Il suffit de se rendre au marché un samedi matin pour s'apercevoir que les Grenoblois sont sensibilisés à ces questions. Jérôme Bouillou, maraîcher à Saint-Quentin-sur-Isère, l'a bien compris. Tout le business model de son exploitation est construit autour de la demande d'une clientèle exigeante mais prête à en payer le prix. Ici, au jardin de Saint-Quentin, il développe avant tout des produits frais. Pour faire un produit de qualité en légumes, ce qui compte surtout, c'est la fraîcheur. C'est le premier critère, c'est la fraîcheur. Et donc nous, en ramassant tous les jours et en vendant tout le temps en saison les légumes de la veille, on a un produit qui est frais, qui est donc riche en vitamines et c'est l'essentiel. Une tomate étrangère, une tomate du Maroc, quand elle part du Maroc, elle n'est pas moins bonne que nous. Le problème, c'est que elle a mis 2 ou 3 semaines pour arriver sur les étalages et elle a perdu tout ça. Lorsqu'un producteur sélectionne une variété de légumes, il prend en compte sa capacité à résister au conditionnement et au transport. Jérôme maîtrise toute la chaîne de la production à la distribution, ce qui lui permet de sélectionner des variétés moins résistantes mais meilleures en goût. Il plante chaque semaine pour proposer une gamme constante et limite les intrants chimiques avec 99% d'engrais d'origine biologique. Et comme l'entreprise est sur les marchés du mercredi au dimanche, il obtient des retours immédiats sur ses produits. Notre clientèle, ce qu'elle attend, c'est qu'on lui propose une gamme large, une gamme de qualité, mais qui soit aussi, on va dire, précoce et tardive. Pas qu'on amène seulement des tomates juillet-août, mais qu'on en ait aussi fin mai, parce que quand l'hiver est long, on n'en a plus envie de manger de poireaux, de navets. On a envie d'avoir tous ces légumes primeurs, les pommes de terre nouvelles, les courgettes. Pour répondre à cette demande, Jérôme investit. Il fait construire 2 hectares de serres sur les 22 hectares que compte l'exploitation. Il nous présente son vaisseau amiral. Ici, on est dans la plus grande serre de l'exploitation. Une serre qu'on a construite en 2008 et qui fait à peu près 8000 m² et 40 000 m3. Et le volume est très important car c'est le volume de la serre qui fait sa résistance au froid l'hiver et à éviter de trop monter en température aussi à l'été. C'est là qu'on a une température le plus constante. Et c'est grâce à cette serre qu'on arrive à élargir les saisons. Il peut ainsi planter 5 semaines plus tôt et faire durer la belle saison pour le plus grand bonheur de sa clientèle. Le fait d'avoir une diversité de légumes aussi, c'est beaucoup de choses qu'on fait à la main qui sont moins mécanisées. Donc ça augmente aussi les coûts de production, mais tout cela, c'est pas vraiment un problème puisqu'on a une clientèle, nous, qui demande ce produit et qui est prêt à mettre le prix. Les jardins de Saint-Quentin démontrent ainsi qu'il existe une place pour une agriculture plus chère mais de meilleure qualité. Je vais revenir sur les canaux de distribution. D'abord, il y a la vente à la ferme, hein, vente directe sur place. Il y a les marchés, Auch et l'Estacade. Et puis, il y a ces fameux marchés de producteurs qui se multiplient ces dernières années. Oui, des points de vente collectifs. Le revenant, c'est ça. C'est en fait, on est plusieurs agriculteurs à mettre en commun le moyen de vendre. En fait, on loue un local et tout est divisé en fait par le nombre d'associés. En général, on est entre 7 et 10 associés par magasin. Donc on n'est pas associé dans tous les magasins avec les mêmes personnes, mais chaque grande production est représentée. Donc un producteur de bœuf, un producteur de porc, un producteur de fruits. Et on tient le magasin à tour de rôle. Donc ça nous évite, nous, d'y passer un temps plein. Et en fait, tous les frais sont mutualisés. Les investissements et les salariés qui sont à l'intérieur. Donc vous, il y a certains magasins de producteurs dans lesquels vous êtes associés, hein, donc directement intéressés, puis d'autres dans lesquels vous faites uniquement du dépôt-vente, vous êtes partenaire de magasins. Voilà, c'est ça, ouais. On a 3 magasins où on est associés, puis il y en a 5 ou 6 en plus où on est en dépôt-vente, notamment pour les conserves, parce qu'on fait aussi une partie de transformation qu'on fait faire à façon de nos produits. Voilà, notamment pour les coulis de tomates, hein, pour le caviar d'aubergine. Et là, vous allez même beaucoup plus loin que le marché local. Hein. Oui, c'est ça, oui. Pour répondre à la demande de la clientèle, aujourd'hui, on produit beaucoup plus. On produit pour transformer et on fait à peu près 40 000 conserves par an. Et là, du coup, on va jusqu'à Valence, jusqu'à la mode Servolex, parce que c'est une gamme de produits que peu d'exploitations font, qui intéresse beaucoup la clientèle. Donc, on vient compléter la gamme de nos autres collègues producteurs où on n'est pas associé avec eux.
Une gamme très riche, très variée. Et pour compléter votre propre gamme, il y a même des œufs, des œufs de ferme qui sont proposés. Voilà, ouais. Des œufs de poule en plein air, ouais. Donc 700 poules, là, c'est ça? 700 poules, c'est ça. Et même les poules sont valorisées parce qu'une fois qu'elles ont bien travaillé, qu'elles sont en fin de vie, eh bien on les transforme et on en fait des rillettes qu'on vend aussi sur les marchés dans nos magasins. Exceptionnel business model. On voit bien que même en agriculture, une entreprise doit avoir un business model, un modèle économique. Oui, mais surtout que je pense que c'est probablement même dans l'agriculture que c'est le plus révolutionnaire de réinventer comme ça des modèles qui ne sont pas le modèle qui est drivé uniquement par la standardisation et le prix. Mais en étant économe, en tout cas dans la qualité des intrants qui sont utilisés. Et puis, ce qui est intéressant dans le modèle, c'est la diversité de vos sources d'écoulement, surtout. C'est ça qui est impressionnant, en fait. Hein. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Oh, elle est excellente, Christophe. Je m'y attendais un petit peu, mais bon, Jérôme. voilà. Non, mais c'est vrai que le fait de compléter les marchés de producteurs et les marchés classiques, ça permet de s'adresser à des publics différents aussi. Hein. Oui, c'est une sécurité aussi, ouais, d'avoir Et plein puis de... La gamme aussi permet de fidéliser, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, fidéliser vos clients aussi. Hein. C'est ça, ouais. Pas le choix revendiqué de faire de la qualité. Quand on est sur des marchés, c'est pas un truc one shot dans nos régions. C'est vraiment des clients qui reviennent toutes les semaines. Et visiblement, ça marche bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jérôme d'avoir été notre invité. Merci aussi à Caroline. Elle nous a reçus dans votre exploitation les jardins de Saint-Quentin à Saint-Quentin-sur-Isère. Merci Stéphanie. Merci Christophe. Classe à faire, à voir ou à revoir sur télégrenoble.net. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite sur les réseaux sociaux, sur le web, pour le supplément de Classe à faire. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe à faire dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.